ce qui rend la malédiction de Strahd différente des autres campagnes officielles et sans nul doute son vilain principal, le comte Strahd von Zarovich. Il ne fait pas qu'attendre dans son château que les aventuriers viennent le combattre, bien au contraire. C'est un protagoniste actif tout au long de l'histoire, et de ce fait, c'est beaucoup de pression sur les épaules du maître de jeu afin de le rendre captivant. Pour bien le personnifier, il faut connaître son histoire, apprendre qui il est et ce qui le motive. Et celui-ci a une histoire riche et tragique. Bien entendu, si vous êtes un joueur, il vaut mieux cesser immédiatement votre écoute, puisque ce vidéo est destiné au maître de jeu de la campagne et recèle de grand nombre de divulgachages. L'histoire de Strahd est résumée dans le premier chapitre de la campagne, mais il est possible d'en apprendre davantage sur lui grâce aux anciennes éditions et aux romans qui ont été écrits. Si vous êtes doué en anglais, je vous invite à lire les romans I, Strahd et Vampire of the Mist, si vous désirez approfondir vos connaissances sur Strahd. Je vous préviens toutefois que ces romans ont été écrits basés sur la campagne Ravenloft I6 qui remonte à la première édition de D&D, et qu'il y a donc des disparités avec la campagne de la 5e édition. Entre autres, Raadin et les elfes du crépuscule n'existaient pas. Et pour vous raconter l'histoire approfondie de notre sombre seigneur, je vais puiser des informations supplémentaires dans ces anciens écrits qui viennent complémenter ce que l'on retrouve dans la malédiction de Strahd. Strahd est originaire d'un monde inconnu qui n'est placé sur aucune map officielle de D&D. Il est le premier fils du roi Barov von Zarovich et de la reine Ravenovia van Royen, né en 299 du calendrier barovien selon la première édition. Son père était un conquérant et dirigeant puissant. Selon la coutume de leur monde, le premier fils était destiné à devenir un guerrier et le successeur du roi. Le second, celui en charge des finances. Et le troisième, à devenir un homme de foi. Strahd a donc été entraîné à l'art de la guerre par Raadin dès son plus jeune âge, qui était déjà au service de son père et un membre honoraire de la famille. Baba Lysaga était la gouvernante de bébé Strahd. Elle a vu le potentiel en lui et lui a donné l'étincelle de magie. La reine a chassé la sorcière par jalousie et Strahd n'a aucune connaissance que Baba Lysaga et la raison de pourquoi il maîtrise la magie. Ses parents ont eu un second fils, alors que Strahd était déjà un soldat dans les armées de son père, à l'âge de 13 ans. Sturm von Zarovich. Peu d'informations sont disponibles sur cette lignée de la famille. Nous savons que celui-ci n'était pas présent lors du mariage de Strahd et qu'il n'a donc pas été emporté par la brume. Sa lignée est la seule encore vivante des von Zarovich dans le monde d'origine. Selon les coutumes, Sturm a été éduqué pour s'occuper de la bureaucratie de la famille. À l'âge de 21 ans, Strahd est nommé général. Et 4 ans plus tard, son plus jeune frère, auquel son destin sera lié, naît, Sergei von Zarovich. Celui-ci est envoyé auprès des prêtres du Seigneur du Matin pour son éducation, destiné à devenir un servant du dieu. Les années s'enchaînent et la vie de Strahd se résume à la guerre loin de sa famille. C'est tout ce qu'il connaît. Même son enfance a été focusée sur le sujet. Il est un conquérant aussi foudroyable que son père, un fin tacticien et un juste combattant. Avec ses troupes, il défend le monde des forces du mal et il assure allier des soldats fidèles. À ses côtés se trouvent en tout temps son conseiller et frère d'armes Raadin, ainsi que des commandants dévoués, Alec Gwilym et Léo d'Ilysnia. Alec est le frère de Sir Godfrey Gwilym, l'un des revenants que l'on retrouve à Argynvostolt. Sa plus grande force était sa loyauté envers Strahd, si loyale qu'il aurait été prêt à se sacrifier pour son général. Si Strahd lui avait parlé de son pacte avec Vampire, il aurait même été jusqu'à l'aider à accomplir le pacte. Il était probablement le seul véritable ami qu'il avait avec Raadin. Léo d'Ilysnia s'est fait enrôler dans les armées de Strahd pour un but personnel. À première vue, il est un soldat fidèle et cache bien son jeu. C'est une lente planification pour lui au sein de l'armée. Un assassin patient caché parmi les troupes. Des rumeurs se font entendre qu'un membre des Baal Verzi s'est infiltré, un groupe secret d'assassins réputés. Mais personne n'arrive à trouver de qui il s'agit. C'est Léo qui se rapproche tranquillement de Strahd et attend le bon moment pour frapper. En l'an 346 du calendrier barovien, les Terques, ennemis jurés des von Zarovich, parviennent à tuer le roi Barov. On peut comparer les Terques aux Mongols face à Vlad Tepes. C'est un peuple de barbares conquérants. Strahd, héritier de la couronne, jure alors de les éliminer jusqu'au dernier et entreprend des guerres dévastatrices contre eux. Les survivants s'échappent en se réfugiant dans la vallée que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de Barovia.
Strahd y envoie ses armées et c'est une longue guerre qui s'ensuit alors que ses troupes sont décimées par les Tergs qui sont aidés des chevaliers du Dragon d'Argent. Argynvost est rallié aux Tergs pour protéger la vallée et les secrets du Temple d'Ambre qu'il garde. Il craint que ses puissances tombent entre de mauvaises mains. C'est une guerre qui dure 1 an, pendant laquelle Strahd est gravement blessé et est secouru par des Vistani, un peuple nomade demeurant neutre dans le conflit. Le Seigneur promet alors protection à ce peuple en son royaume pour l'avoir sauvé, et revient en force contre ses ennemis. Argynvost n'a d'autre choix que de montrer sa véritable forme et de se joindre au combat dans un dernier espoir de sauver ses chevaliers. L'armée de Strahd est toutefois trop puissante et le dragon est détruit, ainsi que ce qu'il reste de ses chevaliers et des Tergs. La guerre prend fin en 347 et Strahd décide de rester dans cette vallée et de la nommer en l'honneur de son père. Avec l'aide de Radin, il fait venir les meilleurs artisans et magiciens du monde afin de faire construire le château Ravenloft. Son armée s'établit dans la vallée et forme les villages que l'on connaît aujourd'hui. C'est en 350 que la construction se termine et qu'il s'y établit définitivement. Il nomme le château en l'honneur de sa mère pour prouver son amour pour elle. Les années de guerre pèsent alors lourdement sur lui. Ses ennemis sont vaincus. C'est la paix dans le royaume et Strahd se retrouve sans but. Il dirige d'une main ferme et personne n'ose le défier. Toute sa vie, il a combattu et n'a plus de raison de le faire maintenant. Il en vient à la réalisation de toutes ces années qu'il a vécues pour protéger son peuple et du fait qu'il a gâché sa jeunesse en ne profitant pas de la vie. Son âge pèse lourdement sur lui, et encore plus lorsqu'il rencontre son plus jeune frère pour la première fois. Strahd envoie une invitation à sa famille pour le rejoindre en Barovie. Sa mère et Sergei répondent à son invitation, mais Sturm se dit trop occupé pour venir. Et pendant le voyage vers la vallée, Ravnovia tombe malade et ne verra jamais l'accomplissement de son fils aîné. Elle meurt en chemin, tuée à l'insu de Strahd par Baba Lysaga, qui reste toujours non loin de lui, caché dans l'ombre. L'arrivée de Sergei est un moment de fête, mais aussi une claque au visage du Seigneur. Son jeune frère a tout ce qu'il n'a pas eu. L'amour de sa mère, la liberté de choisir ce qu'il veut faire. Il a toujours été loin des combats, mais surtout la jeunesse. La jalousie de Strahd est aussi grande que son amour pour son frère, et cette envie qu'il a pour Sergei empire lorsque celui-ci ramène une simple femme du peuple au château. Une ravissante jeune paysanne dont Sergei est tombé amoureux. La femme la plus belle que Strahd ait jamais vue. Ou plutôt, sa jalousie l'aveugle au point de vouloir ce que son frère a, de vouloir posséder ce qu'il ne peut avoir. Strahd s'enfonce dans ses études arcanes afin de combler ses désirs malsains et de trouver une réponse. Il essaie de séduire cette femme du nom de Tatiana, d'user de filtres d'amour et autres stratagèmes qui échouent tous. Celle-ci est en amour par-dessus la tête pour Sergei et croit naïvement que toutes les attentions de Strahd en son encontre ne sont que celles d'un grand frère. Et elle blesse profondément celui-ci sans le savoir, en l'appelant l'ancien, en lui rappelant son âge. Et Strahd en vient à envier de plus en plus la jeunesse du couple, la jeunesse qui lui a été arrachée par la guerre. L'elfe du crépuscule, Patrina Velikovna, avide de pouvoir, essaie au travers de tout ça de séduire Strahd pour devenir reine, mais c'est peine perdue. Elle lui révèle l'existence du Temple d'Ambre dans l'espoir qu'il accepte de l'épouser en échange de cette connaissance. Mais même à ça, Strahd n'a deux yeux que pour Tatiana. Et sa descente aux enfers se poursuit lorsqu'il apprend que Sergei et son amoureuse veulent se marier. Les sombres puissances saisissent l'occasion pour agir comme la conscience de Strahd et l'influencent à poursuivre vers sa déchéance. Ces forces mystérieuses et inconnues qui sont aujourd'hui celles qui gardent Strahd prisonnier. Elles sortent une voix dans sa tête. Le petit diable sur son épaule qui lui murmure à l'oreille qu'il peut avoir ce qu'il veut. Et cette petite voix l'incite à se rendre au Temple d'Ambre, que là-bas, il trouvera ce qu'il désire. Le Seigneur désespéré se rend en ce lieu mystérieux et y rencontre Exetantre. La Liche, avide de partager les connaissances du temple, lui donne tout le savoir nécessaire pour consulter les ouvrages de sorcellerie et comment ouvrir les salles de sarcophage. Un seul de ces blocs d'ambre attire l'attention du conquérant, celui de vampire. Sans connaître les conséquences et sans savoir ce qu'est un vampire, puisqu'on peut assumer que ces créatures n'existaient pas encore dans le monde de Strahd, puisqu'il est dit qu'il est le premier vampire. Il accepte donc le don obscur. Il apprend alors ce qu'il doit faire pour atteindre l'immortalité, l'immense sacrifice qu'il devra faire. Et les voix des sombres puissances influencent son choix, lui fait croire qu'il trouvera la jeunesse ainsi.
Le prix est cher à payer. Strahd doit tuer quelqu'un qui le vénère ou qui l'aime d'un amour pur et boire son sang. 3 personnes peuvent être ses victimes. Radin, son frère d'armes fidèle depuis sa naissance. Alec, son ami le plus loyal qui vénère Strahd. Et Sergei, qui aime son frère aveuglément. Une fois le sacrifice fait, il devra être tué par quelqu'un qui le déteste, un ennemi. C'est avec un esprit empli de doute qu'il revient à Ravenloft. Désire-t-il vraiment la jeunesse au point de tuer un être cher? D'un autre côté, s'il le fait et retrouve sa jeunesse, Tatiana va l'aimer. Elle sera à lui. Il aura ce que son frère possède, ou du moins c'est ce qu'il croit, et ce que les voix des sombres puissances lui disent. Ses forces mystérieuses le poussent à la corruption et profitent de sa faiblesse. La veille du mariage, en l'an 351, Strahd est à sa chambre fiévreux du choix qu'il doit faire. Il parle avec les voix, ce qui semble être un délire et n'être que dans sa tête. Et les voix des sombres puissances lui confirment que c'est la bonne chose à faire pour avoir ce qu'il désire. Strahd remarque alors une silhouette à la fenêtre de sa chambre. Quelqu'un a entendu sa discussion sur le pacte qu'il a fait. Ce témoin ne doit pas aller dévoiler ses plans. Alors Strahd bondit par la fenêtre pour monter sur le toit, affronter celui qui l'espionnait. Il découvre qu'il s'agit d'Alec, et que celui-ci a aussi entendu les voix qui répondaient à Strahd. Ce n'était pas que dans sa tête. Mais il est trop tard pour le jeune homme. La lame de Strahd s'est enfoncée dans son ventre, et avec son dernier souffle, Alec lui révèle qu'il venait le prévenir que l'assassin des Bâle Verzi sera présent et attaquera au mariage, et qu'il pardonne Strahd pour ce qu'il a fait. Loyal jusque dans sa mort, Alec offre son sang à son roi pour qu'il accomplisse le pacte. Strahd s'abreuve de l'homme qui le vénérait. Alec meurt avant d'avoir réussi à lui dire qui est le traître, et son corps est mystérieusement emporté par une brume. Le seigneur reste enfermé dans sa chambre ensuite, affaibli pendant la journée ensoleillée, alors que sa transformation débute. Les invités se rassemblent au château pour le mariage, venus d'à travers la Barovie et du reste du royaume. Le soir venu, l'aîné se rend à la chambre de son frère pour lui offrir un cadeau et ses félicitations avant la cérémonie. Avide de pouvoir et par pur égoïsme, Sergei tombe à son tour sous la lame qui le transperce d'un coup donné par Strahd. C'est l'incompréhension dans le regard de la victime, qui aimait d'un amour pur son grand frère, qui n'a jamais vu venir la trahison. Cette mort n'était pas nécessaire pour le pacte, puisqu'il avait déjà tué celui qui le vénérait. Mais Strahd est aveuglé par sa jalousie, et il est trop tard lorsqu'il réalise ce qu'il vient de faire. Et pendant qu'il s'abreuve du sang de son frère, une autre trahison débute sournoisement dans le château. Les gardes au blason des Zarovitch sont empoisonnés et tous remplacés par ceux de la famille d'Iliznia. Lorsque Strahd quitte la chambre en criant à l'assassinat, mettant le blâme sur les Bâle Verzi, il est trop aveuglé par son but pour remarquer ce changement de garde. Il se rend auprès de Tatiana dans les jardins, qui se retrouve affligée de chagrin par la nouvelle. Strahd profite de sa peine pour la consoler et se rapprocher d'elle. Et inconsciemment, il utilise un nouveau pouvoir qu'il ne connaît pas sur elle. Son charme vampirique. Tatiana s'abandonne dans ses bras. Ils ont un moment d'amour mutuel qui n'est pas réel. Des cris se font entendre en provenance de la chapelle, mais Strahd les ignore, et le charme se rompt. Tatiana prend conscience de ce qu'il se passe et réalise l'horreur que Strahd a commis. Elle comprend qu'il est responsable de la mort de son âme sœur et qu'il n'est plus tout à fait humain. Elle court jusqu'au bout du belvédère et elle sait qu'il n'y a qu'un moyen de fuir ce monstre que le Seigneur est devenu. Qu'importe où elle ira, il la poursuivra. Alors elle se jette dans le vide. Strahd, incapable de la rattraper à temps. Il tombe à genoux, affligé par les événements. Tant de sacrifices pour finalement perdre ce qu'il voulait. Il a bien acquis la jeunesse éternelle puisqu'il ne vieillira plus jamais, mais conserve son physique de quinquagénaire. Les cris provenant du château s'intensifient pendant que Strahd réalise l'ampleur de ce qu'il a perdu. On crie à la trahison. Léo d'Iliznia et ses hommes attaquent les invités. Des flèches transpercent le corps de Strahd. Il tombe au sol, à première vue mort. La brume s'élève à ce moment, emprisonnant tout le monde en Barovie. Et Strahd est emporté dans la chapelle avec les autres otages. Il est bien mort sous les flèches, et cette mort a scellé son pacte avec Vampire. Tué par Léo, celui qui le détestait le plus. Cela a complété la transformation, et tous ces actes malsains pour en arriver là ont donné le pouvoir aux sombres puissances pour en faire leurs prisonniers, sur lesquels elles se nourrissent en le torturant perpétuellement. Strahd, maintenant transformé en vampire, massacre tous les traîtres. Mais Léo parvient à s'échapper
Parmi les quelques survivants se trouve la jeune Lovina Wachter, ancêtre de Fiona Wachter. Et le corps de Tatiana n'est jamais retrouvé. Malgré qu'il soit devenu un monstre, Radin lui reste fidèle et Strahd continue de régner sur Barovie. Patrina, apprenant les événements, se rapproche de Strahd. Aucunement dégoûtée par son changement, elle y voit plutôt une nouvelle source de pouvoir. Ses intentions sont cachées du vampire et il finit par accepter de l'épouser. Il a perdu celle qu'il voulait et ne se doute pas à ce moment-là qu'il la reverra dans le futur. Patrina est toutefois lapidée à mort par son clan qui refuse qu'elle s'unisse à un monstre. Strahd, dans sa colère de voir quelqu'un lui être enlevé de nouveau, même s'il n'avait aucun amour pour elle, ordonne à Radin de punir les elfes. C'est une 50aine d'années plus tard que Lovina Wachter vient à la rencontre de Strahd pour lui annoncer qu'elle a découvert où se cachait Léo d'Iliznia. Et désireuse de venger sa famille et toutes les autres victimes de celui-ci, elle demande au sombre seigneur de s'en occuper. Strahd le traque et au lieu de le tuer, il le transforme en vampirien et l'enferme dans la crypte de la famille Wachter. Lovina peut ainsi être satisfaite et entendre ses cris affamés à travers la pierre scellée. On peut retrouver aujourd'hui le squelette de Léo dans un coffre se trouvant dans la chambre de Fiona Wachter. Et aux alentours de la même époque, la première réincarnation de Tatiana apparaît et son cycle de torture par les sombres puissances commence. Le scénario se répète au fil des siècles, qu'il est prisonnier de ce domaine. Strahd trouve la réincarnation et tente de s'en emparer en usant de divers stratagèmes. Par la force, par la séduction, sous la guise d'un déguisement. À chaque nouvelle génération, une nouvelle technique. Mais à chaque fois, Tatiana lui est arrachée au dernier moment. Parfois la maladie l'emporte, d'autres fois, comme Marina à Bérez, sa famille la tue pour ne pas qu'elle s'unisse à un monstre, ou encore, elle s'enlève la vie. Les façons qu'elle disparaît sont aussi nombreuses que les différentes approches de Strahd. C'est un perpétuel échec, une torture. Et entre les réincarnations, Strahd finit par sombrer dans de longs sommeils, dont Radin en sort lorsque la nouvelle Tatiana est trouvée. Au fil des siècles, prisonnier de ce cycle continu, Strahd a appris à contrôler son domaine. Il a acquis un pouvoir sur la brume et les créatures de la nuit. Il est la terre, il est Barovie. Mais malgré qu'il soit capable de dicter qui entre et sort de Barovie, il demeure quant à lui un prisonnier. Étant conscient de sa situation, se rappelant de chaque moment, il croit savoir comment briser cette malédiction qui l'afflige. Et il est prêt à tout pour y arriver. Il y a 2 solutions selon Strahd pour être libéré de sa malédiction. La première est de parvenir à posséder la nouvelle réincarnation de Tatiana, Irena. C'est le but principal du conte pendant la campagne. Il tentera de faire voir à la jeune femme que Barovie est dangereuse et qu'il vaut mieux accepter de l'épouser, car au château Ravenloft, elle sera en sécurité auprès de lui. Ayant déjà essayé la violence et la force par le passé, il sait que ça ne fonctionnera pas. Il espère donc manipuler les étrangers qu'il a fait venir en son royaume afin qu'il l'aide à convaincre Irena. Et si ses aventuriers n'acceptent pas de l'aider, il pourra les utiliser pour faire du chantage à Irena, car sûrement que ceux-ci passeront du temps avec elle pour la protéger de lui et qu'elle se liera d'amitié avec eux. Il pourra menacer de tuer ses nouveaux venus si elle n'accepte pas le mariage, par exemple. Malheureusement pour notre sombre seigneur, s'il parvient à épouser Irena sans que rien ne lui arrive, la malédiction ne sera pas levée. Il la transformera en vampirienne pour s'assurer de l'avoir éternellement auprès de lui, et elle perdra ainsi son âme. Elle perdra ce qui la rend intéressante pour Strahd finalement. Irena finira dans les cryptes avec les autres fiancés déchus. La seconde solution est de trouver un successeur. C'est aussi l'une des raisons pourquoi les joueurs sont amenés en Barovie. Il espère trouver quelqu'un parmi eux digne de prendre sa place. Il les observe et les teste pour apprendre à les connaître. Et essaie de trouver la personne lui ressemblant le plus et qui pourrait satisfaire les sombres puissances. Il identifiera un possible successeur par leur ténacité, leur intelligence et leur corruption. Une personne charismatique ou de grande intelligence aura plus de chances d'être l'élu. Strahd s'amusera avec cette personne pour le tester. Mais au final, malgré toute l'attention qu'il y portera, il jugera que cette personne n'est pas digne de le remplacer. Strahd est trop vaniteux pour accepter que quelqu'un d'autre soit son égal ou meilleur. Et pourtant, avec ce que l'on apprend dans l'histoire de Madame Eva, cette solution est la bonne. Elle serait une possible remplaçante d'ailleurs. Cela fait partie de la malédiction qui afflige Strahd. C'est sa propre personne qui cause son emprisonnement. Le fait qu'il soit incapable d'accepter d'être remplacé et d'abandonner sa poursuite de Tatiana cause son propre tourment.
Si vous désirez rendre l'histoire de Strahd plus attrayante pour vos joueurs, il existe un meilleur moyen que de simplement leur donner l'extrait du livre de Strahd tel qu'écrit dans la section Aide de joueurs, qui, on va se l'avouer, dévoile pas grand-chose de ce que les joueurs devraient normalement déjà savoir à son sujet. Un ajout populaire est de faire vivre aux joueurs l'histoire. Lorsqu'ils ouvrent le livre, ils sont transportés dans celui-ci et prennent part aux événements. Ils peuvent interagir avec les PNJ et en apprendre plus sur Strahd et ses alliés. Cela rend l'acquisition de cet artefact prédit par le Tarokka beaucoup plus utile et le fun. Évidemment, les actions qu'ils prennent dans cette histoire n'affectent pas la réalité. Vous pouvez choisir vous-même les moments de la vie de Strahd qu'ils assistent. Par exemple, remonter à son enfance au moment où Radin l'entraîne au combat, ou lorsqu'il est sauvé par des Vistani lors de la guerre contre les Terres. Un moment qui devrait absolument être vécu est évidemment le jour du mariage, puisque c'est le moment qui montre sa vraie méchanceté, à quel point il est égoïste. La mort de Marina peut aussi être un bon moment à ajouter dans l'histoire, puisque cela dévoile un moyen de faire perdre contrôle à Strahd. Et pour conclure cette histoire interactive de Strahd, terminée sur la création du cœur des chagrins, vous permettrez ainsi à vos joueurs de réellement découvrir un secret qui les aidera à vaincre Strahd. S'ils y pensent lors de ce moment, ils pourront peut-être apprendre aussi les protections qui sont mises en place dans la tour. Dans ce journal interactif, les joueurs pourront donc apprendre les faiblesses de Strahd, comment lui faire perdre son sang-froid et d'où proviennent ses pouvoirs. Ils pourront aussi apprendre des éléments au sujet de ses alliés. Si vous désirez avoir un journal interactif de Strahd déjà tout écrit et préparé par mes soins, je rendrai ma version de celui-ci disponible pour nos membres Patreon. Ça complète cette capsule. Je vous invite à nous laisser un commentaire à savoir si cette vidéo vous a été utile et à cliquer sur le pouce. C'est un moyen pour vous de nous encourager et de faire en sorte que les capsules soient vues par plus de monde. Si vous voulez nous encourager monétairement, vous pouvez le faire en rejoignant notre Patreon. Ça vous donnera accès à tous nos vidéos déjà prêtes qui ne sont pas encore publiques sur YouTube. Je parlerai de comment jouer un vilain intelligent et comment planifier le combat final dans la prochaine capsule. N'hésitez pas à rejoindre notre Discord pour discuter avec nous, partager vos expériences et avoir de l'aide de maîtres de jeu expérimentés. On a une section dédiée à la malédiction de Strahd. Retrouvez-nous sur Twitch si vous voulez assister à nos parties en direct. Un vendredi soir sur 2, nous jouons la malédiction de Strahd. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook et Instagram pour être à l'affût de ce que nous faisons. Tous les liens sont dans la description du vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur le pouce et la cloche pour ne rien manquer. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye bye!